are inviting the President and Chairman of the Board of Directors of the African Export-Import Bank, Dr. George Elombi, to make his inaugural address. Thank you very much, MC. And now that the pictures are over, maybe I should tell you in a few minutes. The chairman was very severe. Devrions-nous vous dire que l'on m'a donné à peine moins de temps qu'hier, mais en quelques minutes, je vais vous dire exactement ce que nous envisageons de réaliser dans les 5 ou 10 années à venir. Avant de passer à cela, peut-être dois-je confirmer que j'ai adopté tout le protocole que le président et le ministre Edo a présenté ici. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voir, c'est croire. Nous avons dit à beaucoup que vous serez ici pour assurer la cérémonie d'investiture, pour que je devienne président, et j'en étais certain. Ils ont choisi de croire que vous étiez ailleurs, peut-être même auprès de vos ancêtres. Mais il semble que c'est le choix des ancêtres que vous soyez ici avec nous. Donc, longue vie à notre président. Vive l'Afrique et vive nos rêves. Hier, Monsieur le Président, alors que vous voyagez pour venir ici, nous avons été captivés par une prestation extraordinaire du groupe Mansa Musa que vous avez peut-être vu au Ghana ou au Nigeria. Ils se sont dévoués à raconter l'histoire de l'Afrique d'une manière appréciée par l'Afrique. Nous leur savons gré de nous avoir ramenés dans l'histoire, de nous avoir rappelé de la grandeur de l'Afrique et de son peuple. Moussa Keïta a été célébré comme l'homme le plus riche de l'histoire. Il incarne la réalité selon laquelle nous avons les ressources humaines et naturelles pour construire un continent prospère. Donc, tout d'abord, si nous le pouvons, s'il y a un droit que nous pouvons réclamer, nous devons le réclamer, mais celui que nous ne pouvons pas réclamer, c'est le droit à la pauvreté. Nous n'avons jamais été pauvres. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, pour témoigner et entériner ce transfert de leadership. Au-delà de cela, nous témoignons de ce qu'un leadership exceptionnel peut faire. Le legs d'Orama n'est pas défini par la richesse historique de Mansa Musa, mais par deux choses qui sont tout aussi profondes que la richesse de Moussa Keïta et la foi qui a conduit Moussa Keïta à voyager de Niani au désert arabien. Son legs ou son patrimoine est une autre forme de richesse, une autre forme de résilience africaine. C'est la richesse qui inspire les Africains à agir, l'esprit qui nous réunit et un leadership audacieux qui démontre la manière dont les aspirations peuvent être muées en réalisations concrètes. Ces réalisations, Monsieur le Président, impliquent également 3 autres groupes de personnes dont les contributions j'aimerais souligner ici. Mais permettez-moi d'abord de remercier principalement le professeur Orama. Merci infiniment. Mais nous avons 3 autres groupes de personnes dont nous n'avons pas beaucoup parlé ces 2 derniers jours. Tout d'abord, les actionnaires, ceux ici présents, qui sont les titulaires de cette importante institution, ils ont fait des sacrifices extraordinaires. Ces sacrifices sont trop nombreux pour être listés. Le dernier sacrifice en date
qui implique la prise de décision qui a conduit à ma nomination impliquait les 2,4 milliards de dollars d'injection de capitaux faits il y a 4 ans, ce qui représente 92% des 2,6 milliards que vous avez promis. C'est une réussite à deux facettes. Premièrement, vous avez fait une contribution importante alors que nous étions en plein choc économique, alors que d'autres priorités, des priorités socio-économiques importantes, exigeaient votre attention. Deuxièmement, vous avez terminé vos contributions plus d'un an avant to convey your determination to see this institution survive. We must thank you, shareholders, the African taxpayer who established this institution. Another group is your staff, the people you trained, as the Minister of Finance of Cameroon said a minute ago, those you trained in your institutions of education, those institutions that produced the like of Professor Orama and Chandir and the others. This farewell message to the staff. Pour le revoir au personnel, le professeur Orama a déclaré qu'un général n'est qu'aussi bon que ses soldats. Cela va de même pour nous, lorsque l'on donne le meilleur de nous-mêmes pour nos compatriotes. À la banque, on reconnaît que c'est un privilège énorme que de servir sa cause. Et il y a quelques rares personnes que j'aimerais remercier à cette occasion pour leur sens extraordinaire du sacrifice. Merci beaucoup, cher ami. Au cas où vous croyez que j'allais passer en pensant aborder les questions pertinentes, j'y arrive. Distingués invités, le conseil d'administration constitue un autre groupe. Ils ont servi leur institution pendant longtemps et je sers au sein de cette institution également. Au niveau de la gestion, nous souhaiterions vous remercier pour le calibre de personnes que vous nommez au sein de ce comité. Je le dis non en termes de platitude que vous allez entendre ici et là. Je m'exprime de la sorte parce que en 30 ans au service de la banque et peut-être au-delà, Monsieur Dodo est encore des nôtres. Si je me trompe, nous étions ouverts aux contradictions et il peut me contredire. Il a créé cette institution. Nous avons eu les meilleurs directeurs que le continent africain a jamais fourni à une institution. Ce sont vos yeux et vos oreilles, les esprits qui vous guident, les esprits qui guident ce que vous voulez voir cette institution devenir. Nous avons la chance de les compter parmi nous. Leur compréhension des défis auxquels le continent est confronté est tout aussi extraordinaire que la créativité des mesures qu'ils nous proposent. À moins de voir l'urgence des interventions de la pandémie, je puis vous assurer qu'avec toutes les interventions du professeur Orama, nos efforts auraient été vains sans eux. Nous leur avons présenté une proposition et après quelques jours, quelques heures d'appel, ils ont été convaincus que le continent avait besoin de ces interventions clés. Ils sont assis là, à ma droite. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous remercier. Au nom du personnel que vous rencontrez dans les couloirs quand vous venez à ces réunions du Conseil, j'aimerais vous remercier de l'appui que vous nous apportez. Distingués, mesdames et messieurs,
La banque a un patrimoine. Je vais m'appesantir là-dessus 2 minutes à peine, si vous me le permettez, Monsieur le Président. Et nous allons passer ce temps à parler de cet héritage. L'institution créée il y a 32 ans a réalisé d'énormes progrès. Lors de la réunion du Conseil jeudi, le président Orama a souligné certaines des réalisations des 10 dernières années seulement. Seulement les 10 dernières années. Les actifs et les garanties ont été multipliés par 8. Le président l'a dit il y a quelques minutes lui-même. Et aujourd'hui, nous avons 43,5 milliards de dollars de la sorte. C'est bien plus que ce qu'une institution africaine pourrait avoir en la matière. Les revenus totaux se sont multipliés par 7 pour arriver à 3,24 milliards en 10 ans. Le revenu net est de plus d'1 milliard à la fin de 2024, plus de 700% de croissance comparé à il y a 10 ans, avec un appui fort des actionnaires. Nous avons augmenté les parts et donc vos fonds sont montés de 1 milliard en septembre 2015 à 7,5 milliards en avril 2025, ce qui nous laisse à 4,5 milliards de 450 millions en septembre 2015. La banque a créé des branches, à savoir le Fonds pour le développement de l'exportation en Afrique, qui a son siège au Rwanda, Afreximshore et d'autres qui sont devenus des sources supplémentaires de revenus pour la banque. Contrairement à l'opinion publique qui suggère que vous gaspiller de l'argent en créant des branches et des subsidiaires ici et là. Nous sommes en train de créer des institutions qui sont en train de bâtir l'assiette de capitaux nécessaires pour le niveau d'intervention exigé par le continent. Les interventions liées à la COVID, les investissements dans les zones économiques spéciales, les raffineries, les centres médicaux, la ZLECAf, ainsi que le programme créatif axé sur la jeunesse. Notre propre approche pour nous rapprocher de la jeunesse africaine, la foire panafricaine. Ce sont là des réalisations de l'institution depuis son inception. Mon premier engagement envers vous, tout premier par conséquent, chers actionnaires, c'est de maintenir ces réalisations. Pour ce qui est de l'avenir, cet élan sert d'opportunité pour réaffirmer notre engagement indéfectible à porter cet héritage, le renforcer, l'élargir pour plus d'impact, renforcer les partenariats, continuer la mission qui est de bâtir l'Afrique, une Afrique qui est autonome et qui prospère sur ses propres termes. La mission de la banque, telle qu'établie dans la charte, est de promouvoir et faciliter le commerce intra-africain. Et donc, la structure de ce commerce est inégale. Et ce, par en la faveur de l'Afrique, il faut qu'il change parce qu'il dépend énormément de l'exportation des matières premières. Notre mission est de transformer la structure de ce commerce. Première mission, transformer la structure du commerce africain. Pour ce faire, nous devons transformer, nous devons produire. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons commercer entre nous-mêmes. Vos leaders nous ont donné pour principale mission pour les années à venir la nécessité pour les Africains de commercer entre eux. Le commerce en lui-même n'est pas l'objectif. Le commerce nous permettra de nous développer. Le commerce nous aide également à nous bâtir en communauté. Gardons cela à l'esprit. Permettez-moi de souligner les domaines de priorité pour les 5 à 10 ans à venir. Nous pensons qu'à travers ces secteurs, nous aurons un impact plus périn sur
le commerce et le bien-être général. Cela comprendra les voies impératives pour les prochaines 5 à 10 ans. Tout d'abord, nous allons promouvoir et accélérer l'ajout de valeur et la transformation des minerais stratégiques. Nous allons nous employer à mettre fin à l'exportation de nos matières premières en transformant ce que nous produisons, en bâtissant des chaînes de valeur régionales, et nous allons ainsi créer des emplois. Nous créerons des emplois et nous allons porter la croissance sur le continent. Nous allons nous focaliser sur les industries transformatives qui peuvent être des facteurs accélérateurs d'industrialisation et de création d'emplois. Afrexim va créer une nouvelle fenêtre de financement à fort impact, une telle fenêtre particulièrement pour les projets qui touchent la transformation des matières premières en produits finis ou semi-finis. Nous avons fait des progrès en la matière. Certains d'entre vous ici présents, que ce soit le gouverneur de l'État d'Ogun, se sont engagés à ce que ces zones de transformation vont être mises en avant, et les partenariats également. Soyons clairs là-dessus. Afrexim Bank n'est plus intéressé par l'exportation des matières premières africaines. Je sais que nous comptons de nombreux partenaires ici présents, et je sais que vous allez m'envoyer des messages, textes appelant nos collègues des bureaux régionaux pour des fonds. Mais soyons clairs, si vous les appelez pour que nous allions exploiter nos mines, que nous envoyions des jeunes dans des mines profondes, que ce soit pour l'exportation du coton ou d'autres minéraux dans les 5 ou 10 prochaines années, cela ne nous intéresse pas. Nous entendons mettre en place un programme stratégique pour les minerais qui vont être transformés. Nous allons financer des chaînes de valeur entières, de l'extraction au raffinement à la production de composantes finies. Au lieu d'exploiter ce lithium cru en RDC, par exemple, nous allons financer des usines pour la production de batteries au lithium des industries locales. Il faut tirer parti de plus de valeur ici, chez nous, et créer davantage d'emplois pour nos populations. Au lieu d'exporter le bauxite en état brut en Guinée, j'ai rencontré le ministre pour la première fois parce qu'il prend part à ce type d'événement pour la première fois. Honorable ministre, peut-être devrais-je vous le dire en français après cela. Exporté dans son état naturel. Nous n'allons plus prendre la bauxite nigériane. Monsieur le Président, quand je prends votre cœur de président et que je me tourne vers vous en tant que ministre des Finances, on peut être beaucoup plus direct. Plus de bauxite nigériane ou de bauxite gabonaise, camerounaise ou sud-africaine qui soit encore brute. Ça ne nous intéresse pas. Nous allons mettre l'accent sur la transformation locale. Celle-ci comporte d'énormes avantages. Monsieur Gangota du groupe Arise, avec lequel nous avons envisagé cela, nous a dit qu'en transformant les minéraux, nous aidons à améliorer l'infrastructure, nous améliorons les revenus liés au Forex ou à l'EFEX. Il nous l'a dit clairement, dans la plupart des cas, moins de 20% de l'investissement revient à l'extraction des minéraux elles-mêmes. Si l'investissement est proprement
mener, 80% va aller vers les routes, les voies ferroviaires, les ports, les stations ou centrales électriques nécessaires pour ces usines de transformation. Sur ce, j'exhorte mon cher ami, l'Alliance de coopération financière. J'espère que Somalia ici, nous avons discuté de cela au préalable. Nous allons compter sur vous, nous allons compter sur nos amis de la banque préférentielle TDB du Nairobi. Nous allons compter sur vous pour veiller à ce que ces transformations surviennent. Ensuite, deuxième priorité, renforcer le commerce intra-africain et la coopération régionale. La réussite de notre programme pour l'ajout de valeur et la nécessité de transformation va dépendre de notre capacité à établir des marchés pour les biens que nous allons produire. À cet égard, les chefs d'État nous ont ordonné de veiller à ce que l'ASLECAF opère de manière optimale. Cela représente une plateforme essentielle pour promouvoir l'ajout de valeur et la transformation industrielle. Nous allons donc essayer de rabaisser les barrières. Nous allons travailler avec l'équipe menée par l'ambassadeur Wankele pour briser les barrières à travers des infrastructures et renforcer le mouvement des biens et services, un mouvement fluide, tout particulièrement pour les personnes, ainsi que les capitaux partout sur le continent. Nous voulons mettre en exergue le fait que nous avons plusieurs représentants ici. Chers représentants, n'ayez pas peur de vos populations, on a besoin d'eux, ils sont inoffensifs, nous avons besoin d'eux à travers les frontières. Étant donné que de notre expérience à Afreximbank, on a compris que les gouvernants africains ont plus peur des Africains que des étrangers. On a du mal à avoir des visas, on a du mal à faire en sorte que vous compreniez qu'un laissez-passer d'Afreximbank vous serait bénéfique. Nous sommes ravis de voir que vous convenez désormais de cela. Mais prenez des démarches plus avancées, ouvrez vos frontières. Ouvrez vos frontières pour vos autres populations parce qu'ils savent comment opérer le Niger, le Cameroun. Honorable ministre, vos frontières sont ouvertes depuis l'ère coloniale, depuis que les Français et les Britanniques sont venus. Cette frontière est ouverte. Non, mais tu m'as dit d'enlever. Dès que j'enlève ici. 250 million, sometimes they say 230, sometimes 260. Those are just figures. It's neither here nor there, but it's a massive elephant. It sits next to Cameroon with merely 30 million, sometimes 32. The Nigerians have not invaded Cameroon in their numbers. Cameroun et vice-versa. L'ouverture des frontières signifie qu'il y a des élèves camerounais qui vont aux universités nigériennes. Les pêcheurs vont au Cameroun pour pêcher. Tant qu'ils savent qu'ils peuvent venir et aller, ils n'ont aucun mal à échanger de manière commerciale librement. Même les voleurs, hein, ils traversent les frontières et piquent et ils s'en vont. Alors, c'est important de faciliter la libre circulation de nos peuples et ceci nous permettra de réussir certains de ces projets que nous avons pour l'amélioration de l'infrastructure. Afreximbank donc jouera un rôle tremplin pour la mise en application de l'ASLECAF. Nous vous demandons de nous aider pour mener à bien ce programme. L'autre facette sur laquelle nous allons nous appesantir, c'est l'infrastructure. Nous ne pouvons pas évoluer sans infrastructure.
C'est l'un des domaines pour lesquels nous avons été accusés d'échec. Cependant, c'est en raison d'une approche un peu disparate avec des routes et une infrastructure ferroviaire en mauvaise qualité qui constitue un goulot d'étranglement pour l'éclosion du commerce africain. Donc c'est un sujet qui nous préoccupe au plus grand chef. Et nous pensons qu'il faudrait que nous puissions insister sur ce point. Nous avons déjà un programme en cours avec les pays qui produisent les minerais en question de façon excessive et qui n'ont pas les moyens de transport nécessaires ou le chemin de fer. Nous allons donc accélérer ces projets qui pourront faciliter l'interconnectivité des marchés africains. Et nous allons faire en sorte que les chemins de fer et les voies routières soient également améliorés. Peut-être que vous ne le savez pas. Étant donné que vous êtes dans le service financier. Donc, par exemple, pour un conteneur ou bien pour l'entreposage, les projets énergétiques, eh bien, nous allons insister sur ces domaines-là. Ça supposera peut-être l'établissement des pipelines. Nous allons le faire et nous allons également accorder la priorité aux centres de production avec des marchés pour grandir le marché, faciliter l'accès et grandir ces marchés. Nous allons adopter des approches novatrices pour engranger une croissance soutenue de ces projets avec le partenariat, bien entendu, que nous entendons grandir avec le privé et également débloquer les investissements nécessaires avec des impacts limités. Donc, sous mon égide, nous allons faire en sorte que ce soit une infrastructure écosystème pour les échanges qui soit en mesure d'améliorer donc cette intégration infrastructure et production. Il faudrait commencer à réfléchir. Peut-être qu'il faudrait que maintenant étudier la possibilité de créer une monnaie numérique africaine qui comprend donc des monnaies stables. Je vous renvoie la balle parce que, messieurs, mesdames les gouverneurs, nous ne le faisons pas encore, messieurs, mesdames les gouverneurs, mais nous allons vous contacter avec les documents de travail nécessaires. En plus, nous savons que c'est important maintenant de mobiliser le capital panafricain de façon agressive pour que nous puissions mener des actions décisives. Nous allons faire renaître les liens qui doivent exister entre les Africains et leurs descendants qui se trouvent ailleurs. Donc les aspirations de ce panafricanisme comme Marcus Garvey, Kwame Nkrumah, William Du Bois, George Padmore, Edward Blyden et d'autres qui ont pendant longtemps revendiquer l'intégration africaine et aujourd'hui, je crois que la présence de nos frères et sœurs du Pacifique, le ministre de Saint Kitts et Nevis qui a parlé et que vous avez acclamé. Donc c'est un témoignage indéniable de petits pas que nous avons faits. Je crois qu'ils vont venir. Non, il va venir en fait présider la prochaine réunion des CARICOM. Et nous nous félicitons par conséquent que l'Afrique et les dirigeants mondiaux accueillent donc favorablement ce programme pour que nous puissions créer une commission mondiale africaine pour nous aider à bâtir le consensus, arriver à des positions communes qui nous permettront de lever les défis de ces problèmes que nous partageons et de nous aider à créer l'investissement et la coopération internationale. La Commission
sera dirigé par son Excellence Baba Obasanjo, donc un partisan de ce panafricanisme également, l'ancien Premier ministre de la Jamaïque, qui était à l'origine de cette recherche de travail partagé entre les Caraïbes et l'Afrique avec les Julius Nyerere, les Kwame Nkrumah, etc. Donc nous ne pouvons que remercier les dirigeants du CARICOM. Lorsque vous rentrez chez vous, surtout, n'oubliez pas de faire passer le message que le continent est en cours d'intégration. Je suis particulièrement intéressé par cette intégration parce que lors de ma dernière visite au Barbade, le Premier ministre, notre siste Maya Modley, c'est une force, une grande force physique et intellectuelle qui me dit des vérités que je ne vais pas, bien entendu, dévoiler ici, qui dit « Ah, si, je peux », qu'il existe quelqu'un qui s'appelle Elombi dans sa famille, mais c'est E-L-O-M-B-E-R. Donc, Monsieur Drew, je crois que c'est pour cette raison que je dois me rendre aux Caraïbes plus souvent, n'est-ce pas? Donc pour moi, je pourrais peut-être savoir où mon grand-père s'est rendu. Ma mère est ici d'ailleurs. Je sais que sa grand-mère était une femme très aventurière. Tukubato, peut-être que toi aussi, ta mère l'était et s'était déplacée ci et là. Mais avec toutes ces études que nous avons faites dans nos familles, on n'a jamais parlé d'un autre Elombi si loin du Cameroun, au Cameroun. Donc je viendrai plus souvent, peut-être que le secret est gardé aux Bahamas. Et si le secret y existe, donc raison de plus pour moi de visiter d'ailleurs votre pays plus souvent. Et la commission panafricaine recevra une prominence importante aux Caraïbes pour que nous puissions partager notre souci de grandir l'unité panafricaine de cette Afrique mondiale pour que nous puissions, n'est-ce pas, tirer le parti d'un travail concerté avec nos frères et sœurs de l'Amérique latine, aussi loin que le Brésil et la Colombie, et les États-Unis, bien sûr, et ailleurs à travers le monde. Donc, ces ressources globales du continent africain, je vous parlais de mobiliser le capital global de l'Afrique, et cela sera à la portée des pays africains et des Caraïbes pour grandir leurs économies, pour renforcer cette unité que nous donne la diaspora. Nous créerons des fonds souverains comme ceci se fait ailleurs, pour que nous intensifions ensemble la circulation des capitaux, donc des fonds souverains, des obligations, des caisses de retraite ou des participations privées dans les ressources bancaires et d'autres instruments financiers, y compris des pipelines de projets économiques africains, donc pour que ceci facilite donc le flux de ces capitaux pour financer les projets en Afrique et aux Caraïbes et dans le reste de ce monde que nous voulons panafricain. Donc c'est une question de définition de nos valeurs et de ce dont nous avons besoin pour nous développer plus rapidement, que nous puissions faire en sorte que les Africains, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, qu'ils travaillent pour le devenir du continent et de ces autres Africains qui vivent à l'extérieur du continent. Donc, au moment de ma nomination, nos actionnaires, le président Orama, étant donné qu'il avait déjà jeté les bases d'un programme ambitieux, 265 milliards de dollars en 10 ans qui ont été levés comme fonds.
Et c'était franchement une tâche difficile, hein. Nous avons fait le parcours des différents pays à travers l'Afrique, à travers le reste du monde, y compris la visite auprès du président d'Égypte, qui est un intégriste par rapport au soutien qu'il accorde à la banque. Il vient de monter d'un cran cette ambition pour que nous puissions lever 350 milliards de dollars de plus. Ben, ce n'est que comme ça qu'il se présente, c'est typique de sa part. Donc, il ne parle que de chiffres, il brasse les chiffres et le message qu'il veut transmettre pour que nous puissions grandir le marché africain, le message ou plutôt la décision à laquelle nous sommes arrivés. Donc, c'est un appel à l'impact pour qu'il y ait un changement notoire et que la fondation existe déjà. Les bases ont été jetées il y a 30 ans et après 30 ans, que faire? Nous devons marquer un impact plus marqué pour que ceci démontre le sens de l'urgence que nous partageons avec nos chefs d'État et de gouvernement qui voudraient que les institutions africaines se rapprochent de plus en plus pour renforcer cette confiance. Et cette confiance qui a été placée en Afreximbank nous donne un défi de plus pour que nous puissions continuer à soutenir le continent et les membres de la diaspora. Je vous promets que nous n'allons pas vous décevoir. Donc, avec cet engagement qui nous a amenés là où nous sommes, nous allons faire en sorte que nous levions la tête pour répondre aux attentes du continent et de nos dirigeants, pour lever les capitaux nécessaires et faire des investissements pour transformer le commerce et l'infrastructure commerciale du continent et donc le tableau de développement. D'où vient cette confiance? Comment est-ce que nous pouvons être sûrs que ce niveau de croissance pourrait être atteint dans un cadre relativement limité en temps et en moyens? C'est l'approche stratégique que nous allons adopter qui sera focalisée sur la fabrique de traités, plutôt des articles qui sont produits ici avec des ressources propres. Et le paradoxe que vous avez présenté, Monsieur le Premier ministre, c'est que nos collègues et moi qui avions rédigé ce texte avions pensé à ce paradoxe de la même façon. Vous n'avez pas d'argent, là où vous demandez de l'argent, on vous dit vous êtes trop pauvre. Et quand vous avez l'argent, ils vous disent ah non, vous êtes trop riche pour qu'on vous donne de l'argent. Mais écoutez, nous avons décrit, n'est-ce pas, le fait que nous étions en train d'investir dans des contextes qui n'étaient pas appropriés. Donc maintenant, si vous faites un travail dans le traitement des produits d'exportation, vous ne ferez plus d'argent et ceci vous donnera un supplément de fonds qui vous permettra de produire le capital dont vous avez besoin pour que nous puissions arriver au niveau souhaité. Parfois, ces paradoxes sont nécessaires. Parce que lorsque vous ajoutez de la valeur, vous créez de la richesse. Et vous créez de la richesse, cela vous permet donc de grandir votre capacité de réinvestissement. Et ce que nous obtenons du réinvestissement nous permettra de renforcer les fonds à disposition qui vous permettront à leur tour de générer davantage de ressources financières. Alors, plaçons cet argent dans les zones d'exportation
et de traitement des produits africains pour exploiter nos terres. Et plus nous le faisons, bien entendu, la presse nous critiquera, mais dès que ils vont vous dire « Ah non, 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 ne le faites surtout pas », c'est des gens qui essaient de vous décourager pour que vous ne créez pas assez d'emplois dans vos pays pour que vous puissiez donner à vos ministères des Finances la base financière nécessaire pour engranger le changement. Parce que c'est comme ça qu'on crée des institutions fortes et solides. Ensuite, à notre programme figure le fait d'établir des partenariats solides ou de renforcer les partenariats qui sont déjà là pour que des institutions solides soient au centre et au cœur des activités que poursuit Afreximbank, et tout ceci dépendra de la force de ces institutions et de la capacité de coopération, une capacité soutenue pour que notre partenariat avec la Banque africaine de développement, qui ne se trouve pas au beau fixe, sera grandi pour que nous arrivions à un niveau stratégique, et nous sommes ravis, absolument ravis, par la nomination du nouveau président de la Banque africaine de développement, un ami de longue haleine d'Afreximbank qui avait servi comme président de la Banque de développement pour les activités et entrées à l'Afrique, qui maîtrise le dossier Sidi Ould Tah, qui comprend fort bien les tenants et les aboutissants, disais-je, des finances en Afrique, nous donne une confiance renouvelée quant à la confiance d'une coopération soutenue avec la BAD. M. Sidi est également un gestionnaire des personnes avec ses capacités. Il pourra nous aider à changer la donne et de renforcer la base de cette coopération. Nous sommes en train de travailler également pour renforcer les institutions de financement telles que la coopération africaine de financement et Africa 50, plutôt les sociétés de réassurance telles que ZEPRE et la société de réassurance basée à Nairobi. Et nous pensons que ceci nous permettra de faire tache d'huile pour des solutions beaucoup plus pénétrantes. Et ce partenariat avec l'Union africaine, je ne sais pas si on peut l'appeler partenariat, c'est notre institution mère. Donc, ce n'est pas un partenariat. C'est-à-dire que nous nous retrouvons dans la maison où nous sommes nés, nous restons là où nous sommes originaires. Et comme ma sœur vice-présidente de l'UA l'a dit, ce partenariat, vous avez utilisé des mots arabes, je vais les reprendre à mon compte, de sorte qu'on puisse dire Samna Halassa, c'est-à-dire dans la même salle, dans la même chambre. C'est-à-dire qu'avec le miel et le beurre, dès que vous les avez mélangés, pas moyen de les séparer. Donc nous allons faire en sorte que nous restions dans notre demeure à Addis Abeba pour parler finances pour le développement, et on va mettre la politique de côté. Et par ce partenariat, nous allons continuer à apporter un financement important pour accélérer la croissance économique africaine et le commerce. Et nous nous félicitons des encouragements financiers dont nous avons bénéficié de certains partenaires tels que la Corporation de financement arabe, China Export Bank, et j'en passe. Donc, ce soutien et confiance nous ont permis de grandir la capacité d'Afreximbank à fournir des services et à engranger des projets
d'importance capitale pour le continent. Au fur et à mesure que nous allons aller de l'avant, nous allons continuer à renforcer ces tendances et ces partenariats parce que ça sera défini non par des efforts isolés, mais par une vision partagée qui nous permettra alors de partager les ressources et notre engagement vis-à-vis de notre continent. Les détails de ces 5 ou 6 domaines d'intérêt que je viens de souligner. Monsieur le Président, j'en ai terminé avec la vision, avec l'agenda. Dans quelques minutes, nous allons donc les placer dans des programmes d'intervention nécessaires qui nous permettront de faire avancer ce dossier et nous allons vous les apporter en 2026. Bien entendu qu'il existe beaucoup de difficultés. Le chemin est jonché de ces difficultés et nous le reconnaissons. Mais que faudra-t-il faire pour que nous puissions grandir cet environnement économique et politique au fur et à mesure que nous nous développons? Donc, chaque fois que nous nous y attaquons, chaque semaine, chaque mois, chaque décennie, l'Afreximbank a développé des mécanismes pour réagir vis-à-vis de ces défis. La banque a proposé donc des mécanismes qui lui sont propres pour les défis qui reviennent à intervalles réguliers. C'est pour cette raison qu'on nous a appelé une institution contracyclique. C'est la capacité d'être en mesure de réagir rapidement et de s'attaquer à des défis d'une nature précise. Et aujourd'hui, le défi auquel nous sommes confrontés est unique parce qu'il est nouveau. Donc, ce n'est pas quelque chose qui dépend des circonstances politiques et économiques ou des circonstances sociales. Donc, ce défi n'est pas d'une nature générale. C'est un défi qui émane des institutions multilatérales qui sont la propriété de nos peuples, de vous. Mais le problème, c'est que il y a d'autres acteurs qui sont devenus contrariés et des attaques nous ont été portées et qui continuent à dire que l'Afrique ne fait que échouer. Ah non, on n'échoue pas, on réussit. Plus nous prenons de l'ampleur, plus nous allons être perçus comme étant les moteurs de ces perturbations. Mais là, on nous a accusés, et c'est là, sans raison aucune, que nous ne sommes pas capables de protéger les frontières. Donc, on nous a dit que c'est un événement qui fait que l'Afrique soit à la traîne, soit en dérive. Non, notre mission ne se limite pas aux finances du négoce, mais également notre capacité de nous attaquer si nous ne nous intéressons pas au financement, comment est-ce qu'on aurait pu aider Dangote à créer cette raffinerie d'une taille gargantuesque? Donc c'est pour cette raison qu'ils sont capables de générer cet argent et ils viendront nous demander 5 milliards de dollars de plus pour grandir cette raffinerie. Et nous avons dit oui, nous allons chercher cet argent partout, peut-être dans vos comptes individuels, peut-être dans notre compte. Nous savons qu'il faut le faire. Il a dit que si il le fait, ça va doubler sa production, ça va réduire les prix de 50%.
Pour le Nigeria et pour tous les pays de la côte d'Afrique de l'Ouest, ce sera un changement majeur. Mais on nous a dit à Afreximbank que pour s'attaquer à parce qu'on s'attaque à cela, on est en train de sortir de notre mission. Ça, c'est une mésentente de notre mission, de notre mandat. Les gens ne le comprennent pas. Les mots ne s'alignent pas avec la lecture de la charte d'Afreximbank. Comment va survivre le commerce africain à moins que l'Afrique ne puisse produire? Comment l'Afrique peut-elle produire à moins de transformer la structure de ce commerce lui-même? Ainsi, nous allons continuer à appuyer les Dangote et nous allons continuer à soutenir les projets massifs d'exportation de coton, de transformation qui vont changer le paysage et la vision qu'on a de notre continent. Ensuite, on nous a dit de ne pas se cantonner au statut de créditeur. Ceci devrait être acquis dans les traités que vous avez signés. Contrairement aux institutions multilatérales qui ont été créées il y a plusieurs décennies, le statut de créditeur d'Afreximbank est ancré dans son traité, profondément ancré. Le traité est sans équivoque. Aucun État membre ne peut imposer un moratoire aux prêts de Afreximbank. Aucun État membre ne peut restructurer les prêts octroyés par Afreximbank sans l'aval du conseil d'administration. Donc, aucun État membre ne peut offrir un traitement préférentiel à une autre institution sans en faire de même pour Afreximbank. Et donc, ce traitement n'est pas quelque chose dont nous discutons. Pour nous, ce n'est pas un privilège, c'est un instrument pour améliorer les efforts d'Afreximbank en faveur du continent. De plus encore, les États qui ont mis en place l'Afreximbank lui ont accordé ce traitement particulier et ils ne l'ont fait au cours de l'histoire que pour les institutions qui sont entièrement la propriété de l'État. Lorsque Afreximbank a été créé, c'était avec la contribution du secteur privé et a été enjoint employer l'argent du secteur privé, 65%, financer le secteur privé en vue du développement. Et c'est pourquoi l'État a accordé à Afreximbank le même traitement qu'il accorde en réalité à d'autres multilatérales plus anciennes. Le fait que ceci a été fait pour des prêteurs pour le secteur privé suggère que l'Afreximbank est d'une grande importance. Ce traitement spécial, à nos yeux, est essentiel pour les activités et les efforts que vous nous avez demandé de déployer. Ensuite, on nous a dit que le coût de nos prêts reste trop élevé. C'est la raison pour laquelle nous ne méritons pas ce traitement spécial. Parfois, ce n'est pas vraiment clair quel est le réel coût de ces prêts. Ce que nos critiques oublient en général, c'est le coût réel des soi-disant prêts concessionnels qu'ils prétendent offrir. Ils offrent ces prêts avec des conditions qui entraînent la perte d'emploi et qui conduisent des jeunes hommes et femmes dans les rues à manifester partout sur notre continent. Ils créent ces prêts et ainsi créent des circonstances économiques et sociales qui vont entraîner des perturbations politiques. Ils les créent avec des réformes qui limitent ou empêchent l'intervention du secteur privé dans le secteur public dans le secteur privé, tels que l'ajout de valeur, l'industrialisation. Et ce type de prêt augmente notre dépendance aux matières premières. Nous sommes en train de tourner en rond et il faut briser ce cercle vicieux.
Il est important qu'il soit aussi clair à vos yeux en tant qu'actionnaire et propriétaire de cette institution, que tout soit bien clair. Ces attaques coordonnées témoignent de la réussite de votre institution. Nous sommes en train de démanteler la norme établie. Nous sommes en train d'offrir un impact fort et des alternatives pour le financement à court terme et à moyen terme pour les Africains, réduisant ainsi la dépendance aux aides pour la croissance et aux soi-disant dons. Pourquoi est-ce que le développement de l'Afrique, Monsieur le Président, pourquoi est-ce que notre développement pose une aussi grande menace pour d'autres? Chers ministres des Finances ici présents, réfléchissez-y profondément. Peut-être sont-ils certaines des sources, certaines des voies à travers lesquelles ces attaques sont réellement faites. Monsieur le Président, merci du temps qui m'a été accordé. Voilà le programme que j'avais à vous présenter. Merci. Et permettez-moi également de saisir cette occasion pour vous remercier une fois encore de l'appui que vous nous avez offert à nous, les ministres également de Finances du Nigeria. Merci d'être venus ici cette semaine. Merci des œuvres que nous avons menées au Nigeria. Permettez-moi de saisir cette opportunité, vice-premier ministre, gouverneur de la Banque centrale, d'exprimer notre gratitude vis-à-vis de l'État tout entier et de vous, le Dr Hassan Abdallah, pour l'intérêt accordé aux efforts d'Afreximbank et de votre implication directe dans notre banque. L'ambassadeur Selma Malika, Excellence, rapportez ce message à Addis, notre demeure. À moins juste au cas où il y avait des craintes, nous n'entendons pas changer ce qui est. Nous allons rester chez nous, travaillons de concert avec Addis. J'ai une grande famille ici présente. Il est presque impossible de tous les présenter. Ma femme, mes enfants que vous avez vus. Ma mère est assise quelque part là-bas, peut-être dans la deuxième rangée. J'appelle ma mère Auntie Fanny, mais j'ai une autre maman que j'appelle maman Aïcha. Elle est également assise là-bas. Et je suis certain qu'en tant qu'Africain, vous pouvez comprendre comment on peut avoir plus d'une mère en même temps. Une m'a donné la vie. L'autre a pris grand soin de moi lorsque la première est partie au Royaume-Uni pour ses études. Enfin, au Président, permettez-moi de vous dire merci. J'aimerais remercier un homme très spécial ici parmi nous, Alhaji Youssouf. Il est peut-être dans la foule, il est un peu fatigué, peut-être il n'est même pas des nôtres aujourd'hui, mais on aurait pu le voir hier. Alhaji Youssouf est du Ghana. C'est l'un de ceux qui ont cru en cette institution depuis le départ. La plupart des investisseurs de votre institution constituaient des entreprises. Alhaji Youssouf et d'autres chefs aux deux groupes, peut-être 3 autres, étaient des particuliers. À l'époque, il était en train de développer son propre investissement au Ghana et essayait de le faire croître. Et lorsque Boubacar Diaye l'a convaincu que l'Afreximbank constituait un objectif de développement, Alhaji Youssouf a
diriger une grande partie de capital vers celui de l'Afreximbank. C'est une démarche audacieuse pour un individu. Alors que nous décrivons les pères fondateurs, Aladji Youssouf étant de ces pères fondateurs, il a donné tout ce qu'il avait pour l'Afreximbank et nous sommes très fiers, comme Erdou nous l'a dit, lors des 10 premières années, nous ne devons perdre même pas un seul centime de ces actionnaires. Aladji Youssouf, nous sommes fiers de vous déclarer que rien n'a été perdu de tout l'investissement que vous avez fait, tout est intact. Je remercie tous les premiers actionnaires de l'Afreximbank. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter, Monsieur le Président.